Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière des clubbeuses et clubbeurs du monde entier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Solène Saguez, Product Design Director au sein d'Aviv. Tu es la nouvelle invitée de ce podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Solène, bonjour. Bonjour Paul, merci de l'invitation. Solène, on s'est rencontrés il y a peu via un échange, via ma bouteille à la mer par mail et puis par LinkedIn, mais tu étais quelqu'un que je suivais beaucoup sur LinkedIn et puis on s'est aussi suivi sans se rencontrer dans nos entreprises précédentes. Et ce que j'ai apprécié lorsqu'on s'est connus, c'est ton positionnement en tant que Product Design Director chez Aviv et puis tout ce que tu faisais aussi autour pour que la place des femmes puisse être un peu plus présente dans le design et globalement dans le digital. Donc aujourd'hui, en fait, on va discuter à la fois de ton parcours, comment tu es arrivé à ce type de rôle, ce que tu fais aujourd'hui, et puis je dirais un peu les tips et les choses que tu arrives à actionner rapidement, qu'on pourrait partager avec les auditeurs, et puis aussi faire un focus sur Hexagon, qui est une action qui te tient à cœur, Hexagon UX. Et puis enfin, on ira vers tes recommandations, tes convictions design qu'on traitera au fur et à mesure. La toute première question que je pose à mes invités, c'est souvent comment tu es entré en contact avec le design et à quel moment de ta vie ? Ouais, effectivement. J'aime bien cette première question. On voit un peu les différents parcours et c'est vrai que moi, ça revient, ça vient très tôt. Ça vient très très tôt. Si on peut parler de l'art de manière générale, en fait, moi, j'ai pas fait un parcours classique. Un lycée classique, je suis très vite en fait allée dans un lycée technique d'art appliqué. D'accord. Ok. Donc j'ai pas fait un bac général. J'ai fait un bac d'art appliqué. À l'époque, ça s'appelait un brevet de technicien. C'était même pas voilà, c'est encore une autre filière qui n'existe plus maintenant. D'accord. Donc très tôt en fait, puisque dès le lycée, j'étais déjà passionnée par l'art de manière générale et en fait la voie classique ne me correspondait pas et j'ai pu trouver du coup une école dans laquelle je me suis lancée et ça a été la révélation. Incroyable. Et donc ça veut dire que après cette école-là, tu es rentré dans une formation, dans une école de design directement C'est ça. ou un Exactement. BTS. D'accord. Et donc tu as passé un concours. Alors j'ai passé un concours, donc le lycée effectivement c'était sur concours. Donc à l'époque il y avait quelques épreuves, dont une épreuve notamment des épreuves de dessin, etc. Donc c'était sur concours et puis donc c'est un lycée sur 3 ans classique. À la fin de ça donc tu obtiens ton diplôme et après ça je suis partie effectivement j'ai continué en BTS. D'accord. Donc pareil toujours dans l'art appliqué et puis j'ai continué ma route de manière très classique sur ces études-là sur de l'art appliqué. Pareil avec une licence, pareil sur la communication et de l'art appliqué, et ensuite un master. Donc jusqu'au bout, en fait, j'ai poursuivi sur cette route des écoles d'art appliqué. Ouais, quand même. Donc ça veut dire que c'était un parcours qui était. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu, je dirais, lorsque tu sors du collège? Est-ce que tu t'es dit je vais aller loin dans les études ou c'était Pas pas du tout, c'était pas du tout encore une réflexion? Non, c'était pas forcément loin, c'était plutôt mince, la voie classique, c'est pas ce qu'il me faut, ça me correspond pas
Et en fait, très tôt, je savais que je voulais être dans le dessin, que je voulais rester dans le monde de l'art. Tu vois, je crois que j'ai fait ma première exposition de dessin, je devais avoir peut-être 12 ans, tu vois, un truc comme ça. Ah, super. Dès petite, non, je savais que c'était ça. Après, par contre, aller jusque-là, non, je ne pensais pas. Mais en fait, c'est Ouais. au fur et à mesure des années où là, tu avances et tu te dis, bah, en fait, finalement, je peux encore apprendre quelque chose, je peux encore apprendre quelque chose, je peux encore apprendre quelque chose. Je comprends. Et la notion de design et du design thinking est un peu amener un projet d'un point A à un point Z. À quel moment tu la rencontres? Parce qu'il y a quand même une étape entre la Solène qui est passionnée de dessin jusqu'à la Solène qui est Ouais, responsable design. tout à fait. Bah, c'est venu au moment où c'était principalement en BTS. Je me suis rendu Mm. compte que on parlait beaucoup de parti pris. Oui, il faut D'accord. présenter son parti pris, il faut présenter son parti pris. Et en fait, pour moi, il manquait quelque chose un peu de sens, quoi. C'est-à-dire que présenter son parti pris, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Et là, j'ai rencontré Romain Landsberg, notamment, qui est venu nous faire une formation que tu connais, Bien sûr. qui est venu nous faire une formation très courte, une initiation, disons plutôt, à l'UX design à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a très vite parlé. Et donc je me suis renseignée sur comment apprendre un peu plus sur l'UX, ce que ça signifiait, et sur aussi le design thinking. Et donc là, à côté en fait du master, j'ai décidé de faire une formation au Gobelin, une formation de design thinking et une formation du UX design pour approfondir ces notions-là en parallèle. Excellent. Et en fait, c'est drôle parce que là où on te demandait de faire un parti pris et de penser vraiment par toi-même, de faire une proposition par toi-même, là, au final, Romain, il est venu tout casser en disant, bah non, en fait, vous n'allez pas vous voir par vous-même, vous n'allez avoir aucun biais, justement, et vous allez poser la question Exactement. aux Exactement. utilisateurs et aux gens qui regardent ce que vous faites, qui utilisent ce que vous faites. Exactement. C'était pour moi ça a été la révélation. Ça a Ouais, été la il a jeté la grenade au milieu et Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça m'a vraiment, tu vois, ça m'a titillé. Et du coup, par curiosité, je me suis dit, mais attends, mais là, il y a un truc, c'est pas, c'est forcément, c'est évident que le design, il doit être amené de cette manière-là. Et donc, ouais, forcément, voilà. Donc, je me suis effectivement concentrée sur la partie UX design et design thinking avec ces deux formations. Et à la suite de ça, le design, je l'approchais plus de la même manière. Donc, ouais. et en fait, après, tu rentres dans ta carrière professionnelle et raconte-nous un peu comment ça démarre, ce que tu y fais, ce que tu découvres. Mm. Et puis, j'ai remarqué aussi que entre-temps, pendant ta carrière professionnelle, après, tu continues une formation à l'ESG. Mm. Et voilà, est-ce que tu peux un peu nous décrire ton parcours et comment tu as évolué dans le monde du design? Mm. Alors écoute, effectivement, alors j'ai démarré par de l'agence, du Mm. coup, donc ça c'est intéressant parce que ça permet de voir quand même comment tu approches un projet, Je suis comment tu d'accord. approches le client, c'est totalement différent. Puis après du consulting, donc chez UX République, j'ai démarré chez UX République par du consulting, qui est encore une autre approche parce que là on est directement chez le client, on ne travaille pas pour le client, on est vraiment chez le client et donc là on accompagne le client. Et ça, c'est une posture qui est tout autre. J'aime beaucoup parler de la posture du consultant parce que pour moi, c'est quelque chose que je garde tout au long de ma carrière. Je pense même maintenant, en étant directement en interne, c'est quelque chose que j'aime conserver. Trop bien. Et, ouais, et donc la posture du consultant. Et effectivement, tu me parlais de l'ESG. Bah, écoute, ça c'est alors effectivement, je continue de me former au cours de ma carrière. Et en fait, ce qui s'est passé, l'ESG, c'est que c'était une formation pour du management. Excellent. Ça montre que, au final, bah, c'est pas parce qu'on a fini ses études qu'on ne continue pas d'apprendre. Alors, on continue d'apprendre, bien sûr, dans son travail, mais il y a quand même parfois, il est parfois nécessaire de faire un pas de côté, d'aller rencontrer d'autres gens, d'aller rencontrer d'autres types de personnes avec qui échanger à propos du management. Mm. Et là, tu as fait ce pas de côté à l'ESG. Exactement. Bah là, c'était effectivement quand tu te confrontes aussi à tes problématiques managériales, c'est encore différent du design, même si on peut appliquer du design aussi dans son métier au quotidien en tant que manager. Ta posture, elle est pas la même. T'as besoin de clés
pour activer ou désamorcer des situations. Ouais. Et tu parlais de la posture de consultant. C'est super que tu aies fait un focus sur ça parce que chez X Republic à l'époque, c'était aussi quelque chose sur lequel on y accordait beaucoup d'importance. Et puis, tu me disais que tu avais eu une expérience qui avait aussi été assez formatrice pour toi chez X Republic. C'est que tu pars à la Société Générale sur un projet de design de service, toi qui n'en as jamais vraiment fait, toi qui es justement l'artiste un peu, l'artiste, et puis là, il faut que tu ailles sur des process d'une énorme banque mondiale. Euh, et surtout représenter l'entreprise et faire que ça fonctionne. J'aimerais bien que tu aies le retour d'expérience et puis je te donnerai le mien après Ouais. à ce sujet. Ouais. Bah ouais, moi, ma vision, c'est effectivement, j'arrive, première mission, début de carrière en plus, première mission en tant que consultante. Donc j'arrive à l'ASG, effectivement, tu le dis, à une grosse banque. Ça, c'est assez impressionnant. Il y a des attentes, voilà. Et là, je creuse, hein, je commence à détourer un peu la mission. Puis je me rends compte, en fait, qu'il n'y a pas d'écran à designer véritablement. Je me dis, mince, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on m'a mis là, quoi? C'est quoi cette mission? Qu'est-ce qu'on m'a vendu, etc. C'était assez déroutant. Et en fait, je me rends compte derrière, en fait, qu'il y a des grosses attentes sur du process, en fait, à l'intérieur de cette banque. Donc sur du B2B, en fait, hein, sur du business to employee. Donc là, on est sur des logiciels SaaS, des gros logiciels où en fait il y a des process à l'intérieur. Et en fait, c'est des process humains, c'est-à-dire que des gens qui doivent collaborer en fait autour de ce gros outil. Et donc là, je me rends compte en fait, cette mission, ça a été l'une des missions les plus formatrices, mais aussi des plus intéressantes pour moi, parce que en fait, j'ai passé, alors, je sais plus la taille de cette mission, c'était peut-être entre 3 et 6 mois, je sais plus, mais en fait, finalement, à rencontrer les gens, à les observer, à réaliser des ateliers avec eux, à les faire collaborer, à les faire exprimer aussi leur pain point, à leur faire exprimer leurs besoins, etc. Et du coup, là, j'ai expérimenté pléthore d'ateliers, des choses pour débloquer, en fait, désamorcer des situations, etc. Et pour arriver à construire ensemble, finalement, le nouveau process. Et ça, comment tu fais pour trouver tous ces ateliers, pour te réussir cette mission? Où est-ce que tu vas chercher toutes ces connaissances? Est-ce qu'il y a des fois où tu testes from scratch et t'y vas au talent et à la fois et voilà, il faut se jeter? Bah, alors bon, il y a un truc quand même, c'est que quand tu es en début de carrière, tu te raccroches déjà aussi quand même à ce que tu sais, quoi. Donc tu te dis, allez, ça je le connais, donc je vais le faire. Chez X Republic, il y avait un truc très bien, même marketingment parlant, mais qui était très cool, c'était les cartes. Je sais pas si tu te rappelles les cartes Bien sûr. d'atelier, hein, Bien sûr. pour expliquer aux clients, etc. Donc ça, c'était en termes de pédagogie, c'était très cool. Et puis ça permettait aussi d'avoir un petit mémo de temps en temps. Voilà, ah, tiens, cet atelier, ah oui, j'ai plus pensé, tiens, cet atelier pourrait être pas mal, etc. Et puis aussi, effectivement, je venais de faire mes formations aussi, notamment de design thinking au Gobelin, et j'avais toute une boîte à outils avec plein d'ateliers que j'avais pu voir et que là que j'expérimentais. Et puis effectivement, à la fin, je vais te dire, à la fin de cette mission-là, j'avais tellement fait d'ateliers qu'à la fin, c'était carrément ça, c'était from scratch. Allez, on invente, on fait le truc sur mesure en fonction du besoin et en fonction de là où je veux les amener, là où je veux arriver, j'amène les outils nécessaires. Et c'est vrai que parfois, dans le consulting, on a ce type de missions qui sont hyper challengeantes pour, pour certains, parce que c'est des choses qui sont jamais faites. Et à la fois, comme je te disais, quand on a préparé l'émission, c'est que parfois, si on le fait avec certains, c'est que on sait aussi, on connaît les capacités des personnes, et puis l'aspect un peu fédérateur et je dirais l'envie et d'avoir surtout une posture de consultant. Mm. Et donc ça raccroche un peu les wagons par rapport à ce que tu me disais. Et donc je suis pas étonné qui t'ait choisi. Puis au final, on se rend compte que parfois se jeter un peu dans un sujet qu'on ne connaît pas, ça fait progresser, ça t'a fait
te poser des questions sur l'organisation. Et puis, je pense que ça a dû débloquer pas mal de choses sur comment fonctionne une très grosse entreprise. Et puis, peut-être que tu t'es pris au jeu aussi de ces fonctionnements-là et de ces organisations et de comment on les améliore versus justement la créative qui était plus artistique que, je dirais, process et organisation. Ouais, bah, complètement. Mais complètement. Mais c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, je pense que comme je te dis, ça a été formateur et ça a été l'une des missions, je pense que je garde particulièrement en mémoire. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai conservé par la suite, et notamment après, lorsque j'ai rejoint Bouygues Télécom. Si tu veux, c'est les mêmes constats, c'est les mêmes grosses entreprises avec les mêmes problématiques où tu te confrontes aussi à tes premières problématiques, j'ai envie de dire politiques. Et effectivement, et là encore une fois, la posture du consultant, je trouve qu'elle te rend neutre en fait quelque part, et elle te fait beaucoup de choses. Bah, ça c'est clair. En fait, c'est à double tranchant des fois la posture du consultant parce que ça peut être, on te paye, tu fais ce qu'on te dit, et à la fois ça peut être, on te paye donc toi t'es pas du tout biaisé, t'as pas du tout de politique, etc. Et donc est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut faire? Et après c'est aussi en fonction des clients que tu as avec toi. Ça c'est l'idéal, la deuxième version. Ouais, je me rappelle chez Suez et c'était totalement ça. C'était à double tranchant parce que je savais que ce que j'allais dire allait un peu heurter parce que ça allait être contre en fait finalement ce qui était attendu. Et ça a été marrant parce qu'à la fin, alors effectivement, ils étaient choqués, ils étaient pas forcément très enthousiastes par rapport à ce que je leur apprenais, mais on est venu me remercier, on est venu me dire merci, on avait besoin de le savoir, tu vois. Donc c'est ça. Trop bien. Et donc après, tu passes par Upgrade, mais on va passer rapidement, et tu arrives chez Bouygues Télécom. Ouais, c'est ça, effectivement. Là, tu évolues de profil de lead vers Head of Design. Qu'est-ce que tu y fais là-bas? Tu es dans quelle équipe? Tu es avec Aurélie Lambron, c'est ça? C'est ça. Alors j'arrive en fait, il y a déjà une lead en place à l'époque, mais qui quand moi j'arrive en tant que consultante, ne reste pas très longtemps. Donc moi en fait je fais ma popote de consultante à ce moment-là, donc je fais ce que je sais faire. Donc par exemple j'évangélise le design sprint là-bas pour aussi débloquer un petit peu l'approche du design, fédérer aussi autour du design. Donc je fais tout ça, je fais ma petite popote là-dessus et puis effectivement la lead en place part et Aurélie Lambron effectivement me propose tout de suite en fait le poste pour remplacer la lead. Et là c'est une vraie question qui se pose parce que c'est la première fois où je me pose la question de est-ce que je veux continuer à être individuel contributeur ou est-ce que je veux manager des gens. Et du coup je me suis posé cette question et en fin de compte pour moi, c'était faire du design, mais avec des gens, avec des designers autour de moi, voilà. Et c'était aussi pouvoir implémenter une vision du design dans une grande entreprise. Donc c'était l'occasion. Et donc effectivement, j'ai pris ce poste-là. Trop bien. Et raconte-nous un petit peu ce que tu y fais. Est-ce qu'il y a une problématique ou deux qui te rappellent, enfin. Ouais, une grosse problématique, de vision du design dans l'entreprise, mais aussi une problématique d'équipe parce que du coup j'hérite de l'équipe en place. Et donc c'est une personne? Voilà, donc c'était, je crois qu'à l'époque c'était 5 designers, je pense, avec principalement que des consultants. D'accord. Alors encore une fois, j'ai rien contre les consultants vu que je viens du consulting. Mais là pour le coup c'était pas des profils hybrides, c'était des profils plutôt UI avec quelques profils UX. Du coup, le premier pas que je fais, c'est que en fait, je décide, si tu veux, de dans un premier temps conserver les profils UX et petit à petit transformer en fait les profils UI en profils plutôt hybrides. Donc UX UI. Ok. Parce que pour toi, les personnes qui faisaient uniquement de la UI n'étaient peut-être pas intégrées déjà dans la réflexion design dès le début, et puis c'est peut-être ça les intéressait peut-être pas.
aussi. Donc à ce moment-là, Ouais. si ça les intéresse pas et que ça répond pas à leurs attentes métiers, des Disons que projets professionnels. j'avais besoin de profils qui étaient en capacité de prendre des projets end-to-end, quoi. Donc Mm. vraiment d'avoir des profils euh, parce que c'était des consultants et notamment parce que à l'époque, en tout cas quand j'ai hérité de cette équipe, on fonctionnait en mode projet avec un designer qui prend un projet et qui suit Ouais, de A à Z ça, avec. Ça matchait pas, si tu veux, avec ce fonctionnement-là. ouais, et puis c'est pas anodin, mine de rien, de passer de la UI à animer des ateliers, faire de la recherche utilisateur. Souvent, c'est quand même le switch de ce côté-là, il se fait difficilement Ouais. versus UX vers UI. Mais même quand il y a UX vers UI, souvent le niveau UI, il est pas souvent très 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 incroyable. Donc euh, donc après, c'est en fonction des gens et de leur volonté. Après, et ça, c'est quelque chose que j'ai continué à faire pour toutes mes équipes. C'est vraiment le shape de ton équipe, c'est-à-dire de commencer à voir, identifier en fait les forces de chacun et voir là où tu as besoin. Alors effectivement, tu le dis bien, hein, j'avais des UX du coup qui n'étaient pas forcément ultra bons en UI ou tu vois, ou inversement, mais du coup, c'était pour ça que la transition, elle a dû se faire de manière douce, fluide et de manière à arriver à des profils hybrides pour tout le monde. Donc en fait, c'était pas mon objectif final. Bah, et puis j'imagine peut-être avec un projet de design system qui permettrait de lisser le niveau UI pour tout le monde. Et Ouais, et peut-être. puis, il y avait ça en tête derrière. On commençait en fait à construire le design system. Donc on savait bien que ça, à la fin, voilà, ça allait prendre le pas. Donc j'avais un peu en tête, on va dire, la vision cible de là où on allait arriver avec l'équipe. Hmm. Et effectivement, il me fallait des profils hybrides. Et comme tu l'as dit, qui étaient en capacité d'évangéliser aussi le design, tu vois, d'amener le design, de le faciliter. Hmm. Euh, Même si certainement il y a des UI qui le font très bien, ça n'a pas forcément de rapport. Mais là, j'avais vraiment besoin qu'en tout cas, ils sachent prendre un sujet et l'amener de bout en bout. Voilà. Là, tu fais 2 ans là-bas. Ça te permet d'acquérir tes premières armes en management. Totalement. Enfin, tu fais grossir l'équipe aussi. Tu l'emmènes à combien de J'internalise personnes? Ouais, j'internalise déjà. Euh, d'accord. donc, pour stabiliser l'équipe, en fait. Et ça, ça, c'est drôle parce que tu passes de full consulting à un petit peu d'internalisation. Donc, ça veut dire que la pédagogie autour du design a un peu marché et en tout cas a permis de débloquer le budget dans Oui, l'entreprise. effectivement, oui, ça commence à. Je pense que les design sprints, ils ont pas mal aidé C'est là-dedans. très puissant, hein. Ouais, ouais, c'est très puissant. C'est Bah, très puissant. sur l'épisode 2 là, avec Vincent Pommier, d'une entreprise qui découvre un peu le design, Mm. il expliquait qu'en une semaine, ils avaient craqué un sujet qui était en problématique depuis 6 mois. Et que après, il a réussi, il a réussi à mettre de la data autour de ça et à dire combien ça leur avait coûté versus le design sprint. Et donc voilà, donc c'est très important. Et en effet, le design sprint, c'est une arme assez massive pour faire changer les mentalités, même si bon, on sait très bien que dans les environnements comme ça professionnels, c'est compliqué de faire une semaine bloquée. Faut avoir un petit peu de souplesse, 2 jours, 2 jours. Ouais, souvent c'est 2 jours, 2 jours, 2 jours. Euh, En fonction, enfin, normalement c'est 5 jours, mais donc voilà, souvent c'est comme ça. Je sais pas toi comment t'as fait pour justement pour que les gens rentrent dans le fait de allez, on va faire un design sprint. Comment t'arrivais à les convaincre? Moi, euh, j'ai fait une présentation. En fait, La bonne, j'ai la préparé, bonne secrète. j'ai préparé une présentation, si tu veux, Mhm. sur expliquer alors ce que c'est le design sprint, d'où ça vient. Alors, tu vois, déjà, tu cites Google. Déjà, ça met tout le monde d'accord. T'expliques. Vous savez, la petite entreprise. Voilà, t'expliques, tu montres, voilà, Checknap, tu montres un peu le bouquin, t'expliques que voilà, c'est révolutionnaire le truc. En 5 jours, tu craques des gros problèmes, etc. Tu mets tout le monde, tu mets tout le monde autour de la table, t'invites les bonnes personnes. D'accord. Tu as un prototype au bout de 5 jours.
et tu peux le tester et tu as déjà des résultats auprès de tes utilisateurs. Voilà, globalement, j'ai vendu la méthode. Et là, par exemple, bah, tu as un des décideurs qui dit, ah oui, mais moi, 5 jours, c'est pas possible. Comment tu fais? Alors moi, j'ai pas eu ce cas en tout cas. Ah, d'accord. J'ai eu du OK, banco, on teste, on fait un test. Ok, très bien. C'est que tu avais su être convaincante avant, peut-être, et puis... Ouais, bah, la posture du consultant, je te dis. Ouais, ok. Et donc là, vous allez vers une équipe de combien de personnes au final? Euh, En design, on est arrivé à une équipe. Bah, j'ai doublé en fait la taille de l'équipe, quoi. En gros, j'avais C'est ce que tu 5 disais. Ouais. personnes, on est arrivé à une dizaine. Ouais, trop bien. Ok, donc ça veut dire que ton message a été entendu et puis que les projets arrivaient de plus en plus et puis peut-être que l'environnement global aussi était voué à aller vers un peu plus de design. Ouais, Il y a le bah ouais, Covid aussi, il y a le Covid aussi qui intervient, donc les fameux tableaux blancs pour réfléchir au projet, etc. Bah les tableaux blancs interactifs, FigJam, etc. Ça donne du sens. ouais. Ouais, bah ça tout de suite. Non, bah effectivement, bah il y a eu une transformation déjà agile dans Mm. l'entreprise. Je pense que beaucoup de groupes du CAC 40 ils sont passés à peu près dans cette période-là, très certainement, mais en tout cas, effectivement, ça a été le cas chez Boutanicom. Au digital, il y a eu cette transformation-là et en fait, pour moi, j'anticipais un peu tout ça et je voyais bien l'organisation qui allait se dessiner et en fait, c'était pas pour rien cette hybridation des profils. C'était pour arriver à des profils, voilà, product designer et arriver à une organisation product trio avec le product manager, le tech et le designer. Et en fait, on est arrivé à intégrer un designer par équipe D'accord, dans cette nouvelle organisation. trop bien. Et donc, effectivement, oui, il a fallu recruter pour couvrir tout ça. Et ouais, on a réussi ce pari-là qui n'était pas totalement gagné au départ, hein. Oui, et puis il faut rappeler, Bouygues Télécom, c'est basé à Vélizy. Ouais, C'est pas simple aussi de trouver des gens qui sont capables d'aller sur site. Bon, même si voilà, ça a un peu évolué ouais, les rythmes, mais je sais que c'était aussi un des points qui est compliqué aussi. ouais, totalement. Bah, c'est pour ça que faut motiver les designers en fait. Faut qu'ils aient l'envie de venir. Bah ouais, bien L'envie- sûr. C'est vraiment l'envie de venir. C'est pour le coup, c'est vraiment vrai. Bon, c'est mignon, Vélizy. Une ponctuation pour te rappeler que tu peux supporter le podcast Head of Design en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Enfin, partage l'épisode à ton réseau, car la première règle du Design Club est de parler du Design Club. Merci à vous. Et donc ensuite, tu rentres chez Meilleur Agent, qui fait maintenant partie du groupe Aviv. Mm. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle est ton équipe, sur quoi vous travaillez, quel est ton rôle précisément? Mm. Ouais, surtout que bah, comme tu le dis, je rejoins d'abord Meilleurs Agents. Donc à l'époque, qui était en cours de transition de rachat par Aviv. Donc bon, je n'avais pas forcément postulé pour un grand groupe à nouveau. D'accord. C'était pas ce que je recherchais initialement sur mon prochain challenge. Donc je rejoins Meilleurs Agents d'abord à une échelle plus humaine, on va dire. Oui, c'est ça qui est une entreprise qui est quand même une entreprise qui est connue. C'est pas se loger, mais je dirais, c'est peut-être le challenger ou c'est un des top 3 on va dire, dans les sites français. Bah ouais, je les rejoins notamment pour leur taille, hein, parce que c'est une taille à cette époque, c'est une taille scale-up, donc Mm. voilà, ça me plaît cette taille-là. Je les rejoins aussi pour leur culture du produit, Très bien. très avancée. Et je les rejoins pour le challenge évidemment managérial derrière, qui est de bah, effectivement renforcer l'équipe design, remotiver l'équipe design, remodeler l'équipe design avec des pratiques
voilà, et évangéliser à nouveau le design dans cette entreprise. Principalement ça le challenge pour meilleurs agents, effectivement. Donc je les rejoins et en fait, au moment où je les rejoins, bah il y a voilà, il y a cette transition avec Aviv. On m'explique que finalement ça va plus être que meilleurs agents, que donc Aviv c'est la maison mère et qu'on a Se Loger aussi, qu'on a le Se Loger belge, le Se Loger allemand, voilà, Immoweb, Immovet, etc. Et que du coup, bah en fait l'envergure elle est tout autre. C'est un grand groupe international. Et là, on est sur de l'international, on est sur des problématiques de fusion d'entreprises, puisque on va effacer les frontières des pays, les frontières des cultures de pays, mais aussi des cultures d'entreprises. Et là, on est sur encore un autre challenge. Donc, au moment où il y a cette transition qui se fait, je suis toujours sur l'équipe design de meilleurs agents. Donc là, j'ai les designers de meilleurs agents. Et puis, en fait, il y a un big bang qui se fait au sein d'Aviv, où effectivement, on efface tout ça et en fait, on merge en fait toutes les équipes. Et je me retrouve confrontée du coup à une vraie problématique de management en transition. Là, c'est pas simple ça. Qui se deviennent collègues du jour au lendemain. Donc voilà, j'ai des Allemands, des Belges, j'ai les Français de meilleurs agents, mais j'ai aussi les Français de Se Loger, et tout ce petit monde se retrouve d'un coup en fait en collègues au sein d'une même équipe et qui doit bosser ensemble et qui doit se reconstruire autour d'une même culture. Et là, j'imagine que faut essayer de garder les gens engagés. Après, ceux qui veulent se désengager, ils se désengagent, mais il faut garder en tout cas une équipe soudée, tout en l'ouvrant au maximum. Et puis toi aussi de se dire à quelle sauce on va être mangé entre guillemets, et à la fois de se dire mais c'est peut-être aussi une opportunité. Essayer de le transformer comme ça. Et c'est ce que tu as su faire. Et puis c'est ce qu'ils ont su te proposer aussi. Moi, je trouve que le fait de découvrir le management international, c'est quand même une super opportunité. C'était peut-être pas ce que tu avais souhaité, mais immédiatement, mais c'est une super opportunité. Et puis après, de découvrir justement le merge de plusieurs équipes design avec ses problèmes et ses côtés positifs, c'est une très belle expérience. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu sur comment toi tu as abordé les choses? Là encore une fois, je continue de me former déjà parce que effectivement, alors déjà il y a le challenge de l'anglais parce que je rejoins meilleurs agents dans une ambiance franchouillarde parisienne. Oui, qui m'allait très bien si tu veux. mais voilà, j'explique que l'anglais, voilà, j'ai toujours eu la frousse de parler en anglais. Je suis très nulle en anglais. Je partais de très loin. C'était horrible. Ah ouais. Et là, je me dis, mais bon, si j'y vais pas maintenant, j'y vais jamais. Donc, allons-y. Donc, meilleurs agents me soutiennent par des cours d'anglais. Voilà, ils investissent sur moi là-dessus et ils me disent, allez, go, hein, tu y vas maintenant. Donc voilà. Donc, je suis accompagnée. Par Heart and Brain qui me soutient. Donc toutes les semaines, j'ai un coach en anglais qui me prépare en fait, qui me prépare et qui me met en selle pour l'anglais parce que derrière en fait très vite, quelques mois après, je manage toute mon équipe en anglais. Donc forcément, il a fallu être vite prête, voilà. Et puis après, ça a duré combien de temps cet accompagnement? Très vite parce que je l'ai rejoint en gros, je crois que je l'ai rejoint en octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et en janvier, je parle déjà en anglais avec les équipes. Et quelques mois plus tard, mars, avril, j'ai mon équipe qui est transformée. Ça devait être un moment de stress assez intense parce que tu changes d'entreprise, tu es encore en période d'essai, tu as peut-être quitté ton entreprise pour y aller et le projet évolue. Et ensuite, en plus, on te demande d'aller sur un niveau de compétences auquel tu as un peu des blocages, parce que parfois c'est même en soi, quoi. On a un peu un blocage sur l'anglais. Moi, j'avais des consultantes qui étaient comme ça. Et là, tu dois te faire violence incroyablement pour réussir ce challenge.
Complètement. Ah ouais, je me fais violence, puis je me dis, bah, c'est maintenant ou jamais, encore une fois. Et puis, c'est Mm. surtout, quelque part, je me dis, là, l'entreprise me fait confiance, quoi. L'entreprise, tu vois, C'est elle glisse fou. sur moi. Parce qu'en vrai, ils auraient pu se dire, bon, bah, Solène, tu parles pas anglais, je suis désolé, ça a pas fité, je Ouais, suis ouais. désolé, on t'accompagne un peu sur ta sortie, et voilà, mais Moi, je suis franche, hein, dès le départ, hein, je leur dis, tu vois. Et puis Aminata, la recruteuse, elle me dit, non, bah, tu y vas, on compte sur toi, en fait. On compte sur toi, voilà, on te fait confiance. Donc, pour moi, dès lors que l'entreprise me fait confiance, bah, j'y vais à fond. Et puis voilà, après, bah, je continue de me former. Donc, je me fais violence, j'y vais. Et puis après, bah, il faut pratiquer. Donc, tu pratiques. Et puis, de toute façon, t'es dans le bain, quoi. T'as pas le choix. T'es obligé de te débrouiller de ta situation. Donc t'y vas et tu te dis, bah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se faire violence et d'y aller. Et puis après, je continue à me former aussi sur les cultures d'entreprise. Parce que c'est la première fois que je bosse sur un niveau international, donc avec des Allemands, avec des Belges. Et on a beau croire l'Allemagne qui est en fin de compte très à côté, très proche de nous en termes de culture, elle n'est pas forcément tant que ça. bien sûr. Donc Culture Map, le bouquin est mon ami, donc Ah, c'est drôle. ouais, je lis ce livre et en fait j'apprends, je me rends compte de beaucoup de choses, je mets des mots sur beaucoup de choses. Je suis en capacité de comprendre ce qui se passe aussi auprès de mes équipes, comment je peux les accompagner et ma posture de manager aussi doit évoluer par rapport à ça. Parce Mm. que, parce que effectivement, le rapport à la hiérarchie n'est pas. N'est pas le même. Ok. C'est ça. Là, aujourd'hui, vous êtes en charge spécifiquement d'un produit au sein du groupe Aviv. Est-ce que tu peux m'expliquer comment en fait a été fait le découpage et puis peut-être l'organisation un peu globale qui a été décidée pour que bah, les gens qui nous écoutent puissent s'imaginer un peu comment c'est orchestré parce que c'est pas simple entre différents pays, différentes marques. Ouais, mais écoute, alors il faut savoir que du coup chez Aviv, c'est maintenant une communauté de plus de 80 designers au total Mhm. pour Aviv, D'accord. avec donc une partie product design sur laquelle je suis. Mhm. Sur la partie product design, en fait, on est organisé autour de l'organisation Product and Tech, ce qui veut dire que nous avons trois grands acteurs sur notre plateforme. Donc, il y a le propriétaire, la partie propriétaire Mhm. sur laquelle je suis avec mon équipe, la D'accord. partie acheteur, voilà, et la partie intermédiaire, donc en gros toute la partie agence Ok. et intermédiaire pour la vente et l'achat. Donc, tu vois, on a ces trois acteurs-là en termes de plateforme qui travaillent ensemble. Donc, ces trois domaines-là qui travaillent ensemble autour du produit. Et puis après, on a aussi les design, on va dire, experts avec du coup des spécialités telles que effectivement le design system, le design ops, l'UX writing, la research ops. Voilà, donc tous ces experts-là qui viennent à Sont en côté. transverse de votre d'accord. Exactement, tout ça en Des français. expertises que tu vas chercher C'est ça. en fonction de tes besoins et tes profils chez toi sont un peu à l'image de ceux que tu avais choisi chez Bouygues Telecom. C'est plutôt des profils généralistes, des profils de product designer qui interviennent sur l'ensemble de la méthodologie du design thinking. Mais justement, quand on a des research ops et quand on a une équipe research, on commande à ces research ops, ces researchers, des recherches. Et au final, vous analysez la recherche, mais vous la faites pas, par contre. Ou est-ce que Euh, vous accompagnez, vous êtes en binôme sur certaines ouais. choses? On est en binôme et il faut distinguer vraiment la strategic research de la Oui. tactical research. Donc tout ce qui D'accord. est tactical research, c'est attendu sur le scope des product designers. Donc effectivement, aller tester en fait, tester son parcours, tester son expérience, c'est de l'ordre du product design. Mhm. Après, il peut être soutenu par la research si besoin, mais c'est pas ce qui est attendu de la part des researchers. Et nous, on va attendre des researchers d'être plutôt sur de la strategic research. Donc, bien en amont, aller sur des moments de la customer journey qu'on connaît pas assez bien, Mhm. qu'on a besoin de creuser. Et eux, ils vont aller faire des recherches plus approfondies pour nous qui nécessitent du temps et de l'expertise. Ouais, très bien. Euh, ouais, vous êtes plutôt sur la partie, je dirais, accompagnement des métiers dans le fait de faire évoluer l'expérience utilisateur et la tester.
la research, elle est plutôt là pour vous aider sur la partie amont de la recherche, vous en informer et puis même parfois peut-être participer aussi. Ok. Et puis ensuite, pareil, j'imagine que dans le design system, il doit être méga puissant et à la fois, je me dis, il doit y avoir plein de design systems, parce que ça a dû arriver d'un peu de partout. Donc ça doit être un gros sujet aussi, de pouvoir merger peut-être des design systems ou pas d'ailleurs. Ah ouais, mais complètement. Bah oui, ça a été un gros sujet. Après, effectivement, chaque entreprise, chaque entreprise avait son design system. Donc là, il y a eu une sorte de gros assessment pour voir un petit peu tout ce qui était fait sur chaque design system, comment ils étaient construits, qu'est-ce qu'on avait déjà en commun, qu'est-ce qu'il fallait, puis ensuite qu'est-ce qu'il faut reconstruire, qu'est-ce qu'on peut merger, etc. Et oui, ça a été un gros sujet, c'est toujours un gros sujet, mais je pense que les design systems sont toujours des gros sujets au sein des entreprises. Ouais, bien sûr. Et puis il y a un peu à l'image du repository pour la recherche, parfois quand c'est tellement puissant, que c'est trop profond, et ben c'est très compliqué au final de le faire bouger, de faire rentrer des gens dedans, de savoir si c'est utilisé ou pas au maximum, est-ce que c'est bien utilisé. Et puis il y a cette fameuse question aussi de dire est-ce que ça tue pas un peu la créativité aussi en fonction des marques et des cultures. Et donc c'est un peu un entre-deux qu'il faut réussir à trouver. Ouais. Ben, ça c'est une super question. Beaucoup discuté de ça, notamment chez Bouygues Télécom à l'époque, quand on a voulu à déployer en fait le design system. On a été très sévère au départ. On était on fermait vachement. C'était l'objectif, c'était de pas utiliser des composants qui étaient hors du design system. On voulait parce que la priorité, c'était d'aligner tout en fait. L'expérience. Cohérence surtout. Ouais. Cohérence surtout. Donc on a été assez ferme là-dessus. Et puis au fur et à mesure, et puis aussi cohérence, mais aussi prise en main du design system. C'est-à-dire que les designers aussi se familiarisent avec ça, déjà, soit en capacité de correctement l'utiliser, etc. Et ensuite, après, se posent les questions de est-ce que c'est le bon composant? Est-ce qu'on veut le faire évoluer? Est-ce qu'on n'a pas envie de tester une autre manière? Est-ce que ici on peut se permettre un peu plus de liberté? Est-ce qu'on peut se tester d'autres choses? Et en fait, si tu veux, l'ouverture de cette porte, elle est pas toujours évidente parce que c'est un peu en engrenage, c'est un peu, surtout en tant que créatif, parfois on a envie on pousse le truc, quoi. Ah oui, après, ça. C'est bien, on pousse le truc et après on revient. Donc il y a cet échange-là qui se fait. Là, sur une échelle telle que Aviv, comme tu l'as dit, on est plus nombreux, c'est encore plus compliqué. Donc le déploiement, il est plus complexe. Et là, j'ai envie de te dire, c'est là où intervient le Design Ops. Ils ont des plans de déploiement pour accompagner chaque équipe. Donc il y a des présentations, des trainings, tu vois, des ouvertures, des créneaux en fait où les designers peuvent venir pour poser des questions, voilà. Donc c'est voilà une sorte de support aux designers avec tout type d'accompagnement que tu viens de citer. Vous allez avoir un Genius Bar du design. Venez poser votre question design à notre expert. Ah ouais, c'est ça en fait. T'as le Design Ops qui est là en soutien complètement en fait. Après il y a les experts de l'équipe Design System qui sont là aussi pour répondre. Mais ce que je trouve cool, c'est que les designers ils ont l'envie en fait. Et si tu veux, ils vont venir relever eux-mêmes les incohérences, relever les besoins, aider aussi parfois à créer les composants. Donc il y a quand même il y a vraiment une collaboration autour du Design System. Et toi, avec ton équipe, c'est quoi aujourd'hui tes principales problématiques auxquelles tu fais face? Alors toujours, alors plus vraiment maintenant les problématiques de culture parce que maintenant ça y est, on va dire qu'on a passé cette étape-là et on se connaît. Malgré tout, on a toujours ces problématiques de comment on peut mieux s'organiser avec les experts, comment on peut mieux travailler avec ces ressources-là externes. Et les grosses problématiques, elles restent internationales, c'est-à-dire on déploie en Allemagne. Si notre concentration se fait en Allemagne, ça veut dire augmenter la capacité et le besoin de recherche sur l'Allemagne. Ça veut dire des problématiques de traduction aussi, parce que on va dire que sur mon équipe, j'ai 80%, on va dire, de français. Donc comment derrière on doit
voilà, on doit rédiger notre protocole en anglais, on doit le faire traduire ensuite en allemand. C'est-à-dire que les designers peuvent pas eux-mêmes faire passer les tests directement sur des Allemands, ou alors c'est-à-dire qu'il faut qu'ils les fassent passer en anglais. Mais ça veut dire avoir un bon niveau. Ouais, c'est pas idéal ça. Ouais. D'accord. Donc en fait, c'est ces problématiques-là de langue, souvent, de réussir à obtenir malgré justement ces différences. Ouais, tout à fait. Et puis après, ça reste aussi des problématiques d'efficacité. Hein. Comment on fait en sorte de pas réinventer la roue. C'est pas une problématique. Je pense que c'est une problématique générale. On a toujours tendance, le designer a toujours tendance à vouloir créer et donc à prendre du temps à se dire c'est ma création. C'est aussi, voilà, il y a ce côté-là. Donc il y a cet effet efficacité. Comment on fait pour trouver en fait l'efficacité au sein de notre process design. Et donc là, on est aussi en train de travailler, tu vois, sur le process design, sur comment améliorer notre culture de l'expérimentation, comment améliorer notre culture du test and learn, comment tester plus davantage, comment apprendre plus, comment délivrer plus vite. Voilà, toutes ces notions d'efficacité. Ok. Aujourd'hui, au-delà d'Aviv et ton rôle au sein de l'entreprise, tu interviens aussi chez Hexagon UX. Est-ce que tu peux nous parler de cette association? Ça, c'est une association. Est-ce que tu peux nous parler de cette association et ce que tu y fais? Je pense que ça peut avoir du sens pour les gens qui nous écoutent de peut-être venir vers cette association et comprendre son fonctionnement. Ouais, alors là, donc effectivement, Hexagon UX Paris, c'est une communauté en fait de femmes et de femmes et non binaires dans la discipline de l'UX en fait, et où on vient apporter un support, un soutien en fait à ces personnes-là, donc par notamment du mentoring. Et effectivement, j'ai fait partie du programme de mentoring. Ça y est, là, la session est terminée. Mais effectivement, en fait, il propose régulièrement de participer en tant que mentor ou en tant que menti. Chaque personne, en fait, est libre de venir, si tu veux, faire une demande de mentor ou de menti. C'est ce que j'allais te poser la question, c'est comment ça fonctionne, comment on peut faire, mais si je te laisse finir. C'est ça, donc de toute façon, vous rendez sur le site et puis vous allez voir. Oui, je mettrai le lien dans la. Ouais, faut les suivre sur les réseaux. Généralement, ils permettent régulièrement les sessions, voilà, d'être sélectionné en tant que menti ou d'être sélectionné en tant que mentor, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, lorsqu'on est sélectionné, ils font un principe de dating. Donc, on rencontre en fait les mentis. Donc, j'ai rencontré, je sais plus, je crois qu'il y a peut-être une petite dizaine de mentis, voilà. Donc, quand même. où voilà, c'est sur toute une soirée, on se rencontre et on échange et ça permet de voir un petit peu si la problématique du menti en face, elle correspond aussi à ce que toi, en tant que mentor, tu peux apporter. S'il y a du sens, ouais. Il y a du sens si tu sens que voilà. S'il y a un feeling aussi, une certaine confiance mutuelle, ouais. Exactement, c'est ça. Si tu sens qu'il y a un feeling qui passe et donc il y a un système de match à la fin, effectivement, où tu du coup sais avec qui tu vas faire ce programme. Matcher, ouais. Exactement. Et donc voilà, moi j'ai eu la chance de tomber sur Sabine qui est dans la research d'ailleurs. Et c'était chouette parce que c'était à la base je lui avais dit que j'étais pas spécialisée dans la research. Mais tu vois, c'est cool de voir que tu peux accompagner sur d'autres problématiques, des questions de carrière, de choix de carrière. Tu vois, on parlait d'individual contributeur versus management. C'est des questions, c'est pas facile de se poser ces questions-là. Parfois, tu arrives à un moment de ta carrière où tu te demandes véritablement est-ce que j'ai envie d'aller vers du management ou est-ce que j'ai envie de rester sur un track IC. Et puis c'est vrai que c'est très français, entre guillemets, de se dire on va vers du management parce que c'est comme ça qu'on gagne un peu plus, qu'on est mieux vu dans l'entreprise, etc. Versus je suis un expert, mais au final, c'est des choses qui sont vouées quand même un petit peu à s'arrêter, à se tarir un peu. Mais en effet, et puis je trouve que parfois, sur la capacité aussi à se mettre en avant dans une organisation, etc., c'est toujours bien d'être mentoré. Parfois, on a un peu peur d'assumer ses compétences, d'assumer un titre. Ouais, il a confiance en soi, mais c'est un truc, je trouve que, tu vois, parce que j'ai rencontré une dizaine de mentis, c'était un sujet qui revenait vachement sur la table. Alors,
c'est aussi ces communautés-là, ces associations-là sont là aussi pour ça, pour casser un petit peu ces effets, voilà, où les femmes ont souvent un manque de confiance en elles. Et donc, pour le coup, ça permet aussi d'aller sur ces sujets-là qui sont un petit peu plus personnels. Ouais, de montrer que c'est possible aussi et de et justement de partager un peu les expériences, faire face aussi à des moments compliqués et puis justement en partageant, en se disant bah, comment je peux faire d'un point de vue totalement extérieur, ça te permet d'arriver et d'avoir des idées sans aucun pied et Ouais, de l'aider la complètement. personne. De me dire qu'il y a des talents qui sont là et qui demandent que à être révélés, encouragés, poussés. Et je pense que c'est aussi le sens du management, hein. Quand on fait du management, c'est aussi pour Ouais, ça, t'as raison. c'est pour développer les gens. T'as Et raison. il y a ce côté-là. Et c'est vrai que là, ça permet de se dire, OK, bah, ces personnes-là, déjà, elles ont fait le premier pas de s'inscrire et de vouloir être mentorées. Et ensuite, derrière, bah, justement, on est là pour apporter, oui, déjà une première écoute et ensuite de l'expérience. Aussi faire comprendre que c'est pas forcément, ça n'a pas toujours été si simple. Voilà, même pour moi, ça n'a pas toujours été simple Bah, j'imagine. dans le parcours, mais voilà que, comme tu l'as dit, parfois on se fait violence, on y va, on prend le challenge et on y va. Et la question que j'allais avoir, c'était est-ce que faut avoir un certain niveau d'expérience, ou est-ce qu'il faut avoir un profil un peu avancé dans le monde de l'UX pour faire partie des mentorés ou même des profils un peu juniors qui sortent d'école, qui ont Non, il y a de souvent, tout, je hein. pense aux gens un peu en reconversion aussi. Je sais que c'est un peu ça, c'est pour Ouais. des gens qui ont un peu souvent syndrome de l'imposteur, etc. Ça peut arriver et voilà. Ouais, ouais, non, ça c'est pour tous les profils, tout type de profil. Vraiment, je te dis, sur les mentis que j'ai rencontrés, il y avait vraiment plein de profils différents. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est la force de cette communauté, c'est de rencontrer vraiment des profils ultra variés. Donc non, il n'y a pas, tout le monde peut proposer sa candidature. Et le rythme, c'est quoi pour toi? C'est une fois toutes les 2 semaines, vous vous rencontrez, vous voyez, Alors après ça, c'est charge au menti et au mentor de définir ça ensemble, selon les agendas, et c'est au menti aussi d'être proactif, on va dire, dans la relation avec son mentor. Ouais, bien sûr, Il peut je suis paraître, d'accord. voilà, logique, on va dire, le premier pas, il est chez le menti. Après, nous, pour le coup, oui, on essayait en tout cas, alors pas de se voir toutes les semaines parce que c'était compliqué, mais en tout cas, on a fait pas mal d'échanges aussi, soit par téléphone, on s'appelait, on se faisait un petit visio, ou alors même Ouais, des notes vocales aussi, hein, pour se tenir parfait. au courant, se débriefer de quelque chose. Tu sais, des fois, parce que on travaille sur le quotidien, aussi sur ce qui se passe au quotidien dans Mhm, le bien sûr. menti. Et donc, bah, des fois, on a besoin de débriefer d'un truc à chaud, de ce qui s'est passé, voilà, pour réagir. Donc, des petites notes vocales. Ok, cool. Et donc ça a été la première fois que tu le faisais. T'étais Ouais, première fois. Et ça me content tenait de à cœur, en l'expérience. fait. Je Ouais. cherchais depuis longtemps une communauté dans laquelle, donc j'en ai vu plusieurs, il y en a plusieurs, il n'y a pas que Hexagonix, mais il y en a plusieurs. Mais voilà, celle-ci, j'avais eu une présentation, je sais plus dans quel webinaire j'avais vu cette présentation de Hexagonix. Et pour le coup, ça m'avait Ouais, parlé. ok. Ça m'a touché, ouais, c'est ça, exactement. Et en plus, et je crois que c'était à peu près à cette période-là, je me demande si c'était pas, si on n'approchait pas. Le 8 mars. Donc, tu vois, c'était marrant, mais il y avait aussi cette symbolique-là. Et donc tu reprends l'année prochaine, entre guillemets, enfin tu renouvelles l'expérience? Et bah écoute, on va voir s'ils veulent bien. Moi, j'adorerais. Si Ok. effectivement je peux, je regarderai. Il faut pas que je loupe, on va dire, les inscriptions, mais oui, je me reposerai avec plaisir Ouais, trop s'ils bien. veulent bien. À part s'ils veulent tourner et changer de mentor, on verra bien. Non, ok. Très bien. Bon, bah, super. On arrive sur la fin de l'échange, Solène. C'était super enrichissant. Maintenant, on est plutôt sur la partie recommandation. Comme si tu avais ton mentor, ton menti en face de toi, c'est ça? J'ai appris un nouveau mot, ton menti en face de toi. Quel livre recommanderais-tu à nos auditeurs? Alors, il y a déjà Plateforme Stratégie. D'accord. Qui est alors pas porté directement sur le design, mais quand on fait
du product design, c'est intéressant d'avoir cette vision-là de comment on construit une plateforme. Donc ça, c'est cool. Et après, il y a aussi, et ça, c'est plutôt, on va dire, sur la partie management, le livre de Netflix, La culture de la réinvention de Netflix. D'accord. Et c'est assez intéressant, même si on peut, en tant que Français, c'est difficile d'adhérer à tout, parce que c'est très, non mais la culture, elle est très américaine, quoi. C'est-à-dire que, voilà, si t'es pas dans l'excellence, demain tu pars. Tu prends ton carton, Il y a ce dis au côté, revoir à Bob, à la cafétéria et ciao. un côté un peu qui nous, voilà, en tant que Français, ça peut nous heurter, mais derrière, il y a des choses assez intéressantes dans la manière dont, effectivement, ils approchent l'innovation, dont ils approchent, voilà, le fait d'apporter des nouvelles idées, mais aussi la manière dont ils ont envie d'apporter une certaine transparence et de confiance au sein, en fait, de l'entreprise, et de pas avoir justement à fliquer les gens, etc., mais d'avoir cette confiance qui est construite. Donc c'est intéressant. Je reprends aussi peut-être celui que tu nous as cité tout à l'heure, Culture Map, c'est ça? Je crois que c'est ça. Bon, ouais. Si on travaille sur l'international, effectivement, Culture Map, ça m'a sauvé. C'est vrai que c'est... Parce on arrive trop avec des visions des gens parfois qui sont tellement fausses. Et... En fait, on parle que des choses, on se dit, attends, pourquoi j'interprète ça comme ça, je le vis de cette manière-là, et pourquoi l'autre en face, c'est un peu comme le MBTI profile, tu sais, des fois quand tu comprends derrière, en fait, pourquoi tel profil est comme ça, et pourquoi ils agissent comme ça, bah en fait, du coup, ta réaction en face, elle est différente. Ouais, je suis d'accord. Après, des fois, je trouve que c'est compliqué d'avoir l'intelligence de se dire, ah oui, mais il est comme ça, donc je vais lui dire ça comme ça. Je trouve que c'est compliqué de l'avoir en live, quoi. Je trouve. En tout cas, déjà, c'est peut-être. Ça permet de réagir des fois après coup, d'analyser la situation différemment et de comprendre ce qui s'est passé, et après d'anticiper effectivement. Alors au quotidien, c'est pas tout le temps facile à utiliser, mais au moins ça cette compréhension. Ok. Est-ce que tu suis une chaîne YouTube ou un site internet un peu important dans lequel tu fais ta veille? En fait, je lis beaucoup d'articles au Medium, mais je pense que la plupart des gens font ça. Mais effectivement, c'est là où je trouve, moi, beaucoup d'articles pertinents. Est-ce que tu as justement plutôt un film et un album de musique qui te plaisent particulièrement? Sur de la musique, moi, ça va plutôt être Norah Jones, mais c'est classique. Mais d'accord. On va dire des choses que je peux écouter tout le temps sans me lasser. Ouais. Et après, un film. Écoute, moi, il y a un film qui est pas incroyable, mais qui m'a marqué en termes d'ambiance visuelle et sonore, c'est Le Chant du Loup. Je sais pas si tu l'as vu. Tout à fait, ouais, bien sûr. Avec François Civil. Et je trouve l'ambiance, elle est hyper bien faite, quoi. Ouais. Je me demande si je l'avais pas vu au cinéma, celui-là, et du coup, c'était encore plus c'était impressionnant. Ouais, bien sûr. Impressionnant. C'est intéressant. Eh ben super. Merci beaucoup. Merci Solène pour ton temps. C'était un vrai plaisir de découvrir tout ce que tu nous as raconté. Aujourd'hui, l'organisation chez Aviv, toutes les étapes par lesquelles tu es passé, la façon dont tu as su level up à chaque fois. Donc bravo et félicitations. Merci beaucoup, Paul. L'ultime question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Écoute, un meilleur anglais encore. Non, voilà, après, c'est tout. Écoute, je pense que la prochaine étape, encore plus de maturité design. Allez, super, on part pour ça. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt et puis on se suit sur les réseaux. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. Si tu souhaites faire partie ou faire appel à Design Club, tu peux nous retrouver sur designclub.fr et m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de débriefer avec toi. Enfin, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.